narcotrafic, émeutes, meurtres au couteau, à la calache, à la moto, rodéo urbain, violences en tout genre, notamment chez les très jeunes. La France se bordélise et ça contamine la Suisse. Genève, bien sûr, Vaud, Zurich et le Valais lui-même qui a tiré récemment la sonnette d'alarme. La France ne passera pas chez nous. Tolérance zéro a été décrétée sur le trafic de drogue, l'enrôlement de jeunes dans les réseaux, les hooligans. Que faut-il faire d'ailleurs pour lutter contre cet ensauvagement de nos sociétés, cette criminalité 2.0 qui menace jusqu'à nos institutions? L'exagère-t-on? Au contraire, pour alimenter une politique de la peur, eh bien on fait le point aujourd'hui avec Alain Bauer, grand spécialiste de la criminalité, et Christian Varron, commandant historique de la police valaisanne. Bienvenue à eux sur ce plateau et bienvenue bien sûr à vous sur les Monts Bleus. Merci beaucoup à tous deux d'être là, Alain Bauer. Merci vraiment d'avoir fait le chemin exprès de Paris pour nous rejoindre. Ça n'a pas été simple. Passer à la douane. Mais vous êtes là. Voilà. Quel bonheur. Qui ne vous connaît pas, Alain Bauer, mais on va quand même un tout petit peu refaire la liste de vos médailles. Éminent professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, grand spécialiste des questions de sécurité intérieure et extérieure. Vous êtes le conseiller des présidents et ministres depuis très longtemps et auteur très prolixe. Vos derniers ouvrages parus sont des romans d'espionnage, Opération Zelensky et Menaces sur Taïwan, 2 missions de l'agence Mossad, sans rapport aucun, bien sûr, avec les éléments connus des lecteurs, ni avec le soutien d'intelligence service en Ukraine, par exemple. Rien. Mais plus sérieux, tout aussi sérieux, mais disons que dans un ton autre, votre trilogie, de la solide analyse diachronique sur la géopolitique actuelle, qui est à lire absolument. Là, on est en train de vous préparer votre panier donc pour l'été, pour aller à la plage, du Alain Bauer. Ça s'impose absolument, ça se lit très bien, très vite, et on se sent beaucoup plus intelligent. Donc votre trilogie, le commencement évidemment c'est une tuerie à point. Au commencement était la guerre, l'enfer qui nous attend. Et le dernier paru cette année, La conquête de l'Ouest, sur la crise migratoire, crise de la natalité aussi et de l'identité. Un livre qui nous vaudra, je l'espère, une prochaine émission sur ce grand thème absolument crucial pour notre époque et nos sociétés, y compris en Suisse. Ça a commencé même par la Suisse. Autre grand thème qui doit revenir sur le devant de la scène, l'héroïsme. L'héroïsme, non pas seulement celui des grands hommes, mais celui de monsieur et madame tout le monde. Votre livre, justement, Héros et héroïnes, qu'on voit passer à l'écran, des héros pas si ordinaires, qui est paru chez First cette année. 120 histoires de solidarité et de courage de personnes comme vous et moi, en tout cas moi et vous, qui se sont levés quand les autres restaient assis, qui se sont interposés lors d'une agression, sont venus en aide à des inconnus, ont protégé, nourri, éduqué, apaisé. Ça, c'est en réalité aussi ce qui fait notre tissu social, un rempart contre toutes les formes de violence. Et pour vous accompagner ce soir, Christian Varron, merci beaucoup d'avoir fait le trajet exprès aussi du Valais. Avec plaisir, merci de l'invitation. Comme je l'ai dit, vous êtes le commandant historique, 18 ans bientôt, enfin passé, 18 ans, passé, oui. Bientôt 20 ans de la police cantonale valaisanne. Et puis, vous êtes aussi effectivement celui qui a le langage peut-être le plus cru, voire même, en tout cas, une tolérance zéro appliquée dans votre canton. Je peux le dire effectivement de source sûre que c'est ce qui se rapporte partout, qu'effectivement, il fait pas bon rigoler avec la loi en Valais, notamment chez les jeunes. On va voir tout ça, mais on commence évidemment par des images qui ont marqué, évidemment en France, mais aussi chez nous. Ce sont les images des dérapages suite justement au match du PSG, à la victoire du PSG le week-end il y a des jours. C'est un phénomène de société ou c'est le foot qui rend abruti, Alain Bauer? Alors, non, d'abord, la France est un pays qui a connu 1000 ans de jacquerie et qui continue imperturbablement à les reproduire, puisque dans l'ensemble du processus revendicatif, ce n'est pas le cas de ce que nous venons de voir, la relation entre l'État et la société en France se passe par le rapport de force et le rapport de force se passe par la violence. Mais
la France a une particularité quasiment unique en Occident, c'est la violence festive. Nous avons quasiment le monopole de la violence festive illégitime, pour faire l'inverse de la violence légitime qui revient à la loi. Pourquoi est-ce que ça arrive? D'abord parce que dans le football, j'ai longtemps travaillé sur la réduction des violences dans le football, depuis une dizaine d'années, il y a 3 types d'individus qui s'agrègent à des moments spécifiques. Un, des supporters qui aiment le football, qui viennent en général en famille, qui aiment célébrer, qui sont plutôt festifs et en général bienveillants. Des ultras qui aiment trop le football et qui se laissent parfois aller avec les fumigènes, quelques bagarres entre supporters. Et des voyous qui n'aiment pas le football mais la violence et qui se servent du football comme prétexte à la violence. Et ceci est concentré sur le football, beaucoup moins sur les autres sports. Et c'est particulièrement concentré en France, où l'idée qu'on puisse fêter par la casse est une particularité, et du football et de la France, mais avec une population à plus de 90% jeunes hommes, de toute nature et de toutes origines d'ailleurs, avec un phénomène de groupe, d'effet d'aubaine pour un certain nombre d'entre eux, et ça ne fait que 40 ans qu'on a pu identifier ce phénomène. En 1986, dans les manifestations étudiantes, qui étaient revendicatives, on a vu apparaître une nouvelle génération d'amateurs de la manifestation. Les manifestations étudiantes, c'était syndical, organisé, structuré, la CGT d'un côté, FO de l'autre, les CRS et gendarmes mobiles. Chacun montrait ses muscles, il y avait un petit côté duel tournoi. Chacun faisait ce qu'il devait faire pour les caméras et ensuite on allait gentiment négocier avec l'État. En 86, la nébuleuse, c'est une génération de jeunes collégiens et lycéens sans aucune culture politique ni syndicale qui sont venus, s'affronter à la police en venant devant le premier rang de la manifestation. C'était une curiosité, on ne l'avait jamais vu, ni les syndicalistes ni les policiers. Puis on décidé de casser les magasins, non pas devant mais sur les côtés, et enfin on pillait les manifestants. Entre 86 et 95, tout l'art de la manifestation à la française, donc qui est un art mouvant, brutal et violent, s'est transformé de la confrontation avec l'État à la casse, la violence et le pillage. Et malheureusement, ça n'a pas évité de se répandre, notamment, non plus dans les stades, où ça se passe de moins en moins, mais autour des stades et dans le trajet vers les stades, et spécifiquement, et ça c'est une curiosité que nous n'avons pas encore totalement expertisée, au moment de célébrations festives qui ne devraient pas se traduire par de la violence mais par de la fête, où là il semble indispensable que cette troisième catégorie de violents, de casseurs, arrive, et on les voit arriver dans un tempo très précis. Première mi-temps, que des supporters et des ultras. Deuxième mi-temps, des supporters, des ultras et les premiers casseurs qui viennent repérer les positionnements importants sur où ça va pouvoir se produire, quelles sont les positions des policiers et des gendarmes et où ils vont pouvoir œuvrer le plus rapidement possible. Et puis troisièmement, effet de groupe, les casseurs cassent, les profiteurs profitent et ceux qui courent le moins vite se font arrêter. Mais est-ce que justement ce phénomène-là, qu'évidemment vous constatez, alors le Valais a aussi un club de foot historique qui est connu aussi pour ses rixes, notamment avec d'autres cantons comme Genève, ces phénomènes de hooligans, etc., qui deviennent de plus en plus pesants, sur lesquels vous avez serré la vis, Christian Baronne, avec votre magistrat PLR, M. Favre. Ces phénomènes-là, ils ont quelque chose de nouveau ou bien simplement notre intolérance à ça grandit? Il y a quelque chose de sociétal dans cet agrégat, justement, des hooligans avec des gens qui viennent faire la fête en cassant, y compris chez nous. Effectivement, ce que je m'empresse de dire, c'est que je suis un fan de foot pour l'avoir pratiqué durant un peu plus de 20 ans. On aime le football, on a d'excellents contacts avec notre club, le FC Sion, et son président emblématique, M. Constantin. Par contre, on constate quand même qu'il y a une certaine dérive maintenant. Les scènes que l'on voit, et on n'a pas de leçon du tout à donner à l'Hexagone, qu'on s'entende bien, c'est des scènes qui sont navrantes. Quand on pense que le Paris Saint-Germain fait un match splendide en finale de la Coupe des Champions, 5-0 contre l'Inter, et puis on en arrive à saccager une aussi belle avenue, à brûler des voitures, à agresser des gens, c'est vraiment quelque chose qui moi, personnellement, m'inquiète. Et en Suisse,
on a cette dérive-là progressivement où ce phénomène s'est développé en laissant se constituer des cortèges. Ensuite, c'est l'encoagoulement des gens, c'est encore pas trop grave. Ensuite, c'est la pyrotechnie où on utilise des torches de 1000 degrés de fusion, complètement contraires à la loi. Par la suite, on arrive, comme on l'a vécu dans la saison écoulée, à avoir des tiers blessés, des passants qui ne demandent rien, qui veulent se rendre au stade de manière festive. On a des policiers, des membres de la sécurité blessés. Donc pour nous, en Suisse, on a vraiment décidé de se réveiller, et je dois dire avec l'ensemble de mes collègues commandantes et commandants de police de Suisse, hein, qui sont vraiment alignés couverts derrière cette ligne, pour dire maintenant on doit mettre un stop, parce qu'on va un jour vers un mort ou une personne blessée très gravement. Et ça, il convient vraiment de l'éviter complètement, parce que sinon, on va faire des stades, des camps retranchés complètement, vous voyez, avec des barbelés ou je ne sais pas quoi, des arènes, et ça, c'est pas du tout ce que l'on recherche. Ce qu'on veut simplement, c'est que les gens, on comprend qu'il y a des ultras, mais que ça se passe de manière festive, et que les gens, entre guillemets, les fans normaux, avec les familles, puissent se rendre en toute sécurité au stade. Mais en plus, parce que ça coûte très très cher, hein, tout ça, Effectivement, en matière de sécurité, etc. Mais des morts pendant des matchs de foot, il y en a eu hein, dans les années 80, enfin, il y a des stades, effectivement, des matchs historiques où voilà, des blessés, des morts, des gens écrasés contre les palissades. Qu'est-ce que ça a quand même de nouveau, ce phénomène-là? Parce qu'on parle beaucoup, évidemment, de cette montée de la violence, de cet ensauvagement de la société. Là, on est parti sur l'exemple du football, mais c'est plus général. Hein, chaque fois, en France, les dernières émeutes, alors elles étaient dues à un mort, le jeune Naël, mais enfin, chaque fois qu'il y a une occasion, effectivement, il y a des phénomènes comme ça, sans compter toute la violence quotidienne, des meurtres qui deviennent quasi quotidiens. Est-ce qu'il y a vraiment un ensauvagement de la société, ou bien c'est aussi un effet d'optique, et puis une alimentation par des chaînes d'infos, notamment, qui deviennent des chaînes de propagande Oui, faites-nous un état des lieux. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'expliquer que c'est la faute des journalistes, parce qu'en général, même quand ils mettent en boucle des événements épars et divers, les événements existent quand même, ils ne les inventent pas. La mise en scène de la violence est un sujet plus politique d'ailleurs, et d'ailleurs les politiques alimentent eux-mêmes beaucoup plus les chaînes d'infos que les chaînes d'infos n'alimentent les politiques. Mais sur le fond, moi j'ai un outil, la criminologie c'est un art clinique. En fait, on commence avec un diagnostic sur lequel on doit être d'accord. Le diagnostic doit être partagé. Il faut savoir de quoi on souffre. Ensuite, on établit un pronostic qui doit être discuté. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir? Est-ce qu'il y a une chance? Voilà. Et puis à la fin, on établit une thérapeutique qui a le droit, sur laquelle on peut se disputer. La France est un pays merveilleux où nous avons les meilleurs thérapeutes du monde sans diagnostic. Du coup, c'est un peu compliqué de savoir de quoi on parle. Est-ce que nous avons un outil qui nous permet de savoir si la violence augmente ou pas? Réponse non. Il n'y a pas d'outil de la violence. Il n'y a pas plus en Suisse qu'en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Ça n'existe pas. Nous avons un outil par contre stable chez nous depuis 1539. Merci à François Ier, qui a d'ailleurs imposé le français comme langue nationale. Donc il a beaucoup de qualités, cet homme-là. C'est l'état civil. Nous savons qui naît, qui meurt et maintenant de plus en plus de quoi on meurt. C'est très utile. Et donc nous savons que depuis 5 siècles, le taux d'homicide en France s'est effondré. Il est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants à 1. Donc je pourrais vous dire doctement, et sans que personne puisse me contredire, jamais la situation n'a été aussi bonne, et c'est le moment où tout le monde va rire. La réalité, c'est qu'en 2011-2012, en France, nous avons atteint le plus bas taux d'homicides enregistrés dans notre pays. Alors ça, c'est facile, on ne manipule pas la statistique des morts. Les cadavres se comptent très bien, pour les raisons que je viens d'indiquer. Autant tout le reste peut faire l'objet de manipulations diverses. J'enregistre les faits, j'enregistre pas les faits, je les place ailleurs dans la statistique, dans la main courante, qui est un outil que nous avons inventé pour ne pas enregistrer les déclarations ici et là. Alors ça ne se passe pas en Suisse, mais en France, c'était une sorte de sport national. Dans la réalité, nous avons atteint le plus bas en 2011-2012, avec environ 700. En 2024, l'année dernière, nous avons atteint le plus haut des 50 dernières années. Entre homicide et tentative d'homicide, ce que j'appelle les homicidités, une tentative, c'est juste un homicide raté.
soit par l'incompétence des auteurs, je les remercie, soit par l'efficacité des services de secours, je les salue. Mais dans la réalité, nous avons eu une dégradation, ce que j'appelle une régression. Alors, ensauvagement, il se trouve que Rousseau et le bon sauvage m'amènent à avoir des considérations plus... c'est comme racaille, barbare, ça c'est de la fumée politique. Mais sur le fond, jamais notre situation en termes de violence physique contre les personnes n'a été aussi mauvaise au cours des 50 dernières années. Une phase d'amélioration considérable et une phase de dégradation d'une rapidité et d'une intensité qu'on n'a jamais vue dans notre histoire récente, statistique à l'appui, non seulement policière, mais hospitalière. C'est-à-dire il n'y a pas de débat pour savoir si le chiffre a été manipulé, si c'est CNews qui en fait trop, ou je ne sais pas qui en fait pas assez. Ceci est une réalité, c'est une réalité physique. Nous avons une très forte dégradation, une régression des violences physiques parce que l'État médiateur et tous les pairs, PAIRS, et les pairs, PERES, et une partie des structures familiales et religieuses, et sociales, et municipales, se sont effondrés. Chez nous, d'une manière très accélérée, parce que nous avons un État central qui dit qu'il sait tout faire et qui fait tout plus ou moins bien, et d'ailleurs de moins en moins bien, avec des services publics qui ont peu à peu disparu sur l'ensemble du secteur, éducatif, social, médical, militaire, sécuritaire. Vous pouvez prendre tout le monde, il n'y en a pas un qui est content de ce qui est arrivé à son service public. Et donc ce phénomène-là a poussé les gens à régler leurs comptes par eux-mêmes et à passer directement à l'acte, ce qu'on aurait pu appeler la pulsion de mort de Mérine, qui avait écrit un très joli livre. Pas Mérine, mais le livre est très bien. Pardonnez-moi de vous couper, c'est que ce phénomène-là, il n'est pas seulement en France. Non, il se retrouve il est plus intense et plus rapide. La question, est-ce que c'est justement cette mortalité, elle augmente dans toutes les générations ou bien plus particulièrement toutes les générations, toutes les origines, toutes les classes, y compris les femmes, qui étaient à moins de 10% et qui sont entre 15 et 20% dans l'intégralité de la problématique violence. Donc la parité progresse, même sur ce terrain curieux. Non, il se produit une volonté de passer à l'acte, de régler ses comptes tout de suite, de ne plus faire confiance aux dispositifs de médiation, de justice, de n'importe quoi. D'abord parce qu'il y en a de moins en moins. Ensuite parce qu'on leur en fait de moins en moins confiance. Et enfin, parce qu'on vit tous dans notre bulle réseaux sociaux, beaucoup plus que dans notre bulle collectivité sociale. Et ce phénomène-là s'accélère au rythme de la dépendance. Car aujourd'hui, si les très jeunes sont très dépendants des réseaux sociaux, les 30-50 le sont pas mal non plus. On voit les effets cumulatifs en termes de démographie, de la dépendance et de l'enfermement dû aux algorithmes, qui vous poussent à ne plus avoir qu'une seule opinion sur un seul sujet et à totalement rétif à l'opinion et à la capacité d'avoir un dialogue sur les autres. D'ailleurs, vous le voyez bien à la télévision, si je terminerai comme ça, c'est que la plupart des débats, à l'exception de ce qu'on fait chez vous, où on est très respectueux les uns des autres, ou de C'est dans l'air dont on parlait tout à l'heure off, sont des débats qui sont un concours de hurlements et d'imprécations, d'incantations et de lamentations, où personne n'arrive à finir une phrase, et où le seul bénéficiaire est l'animateur qui est très content d'avoir fait exploser l'audimat parce que personne n'a réussi à se parler. Eh oui, et faire le buzz. Enfin, croit-on, parce qu'en réalité, je ne suis pas sûre que les spectateurs... Non, mais c'est pas chez vous, mais c'est un élément important de la culture générale. L'autre jour, je suis allé sur un débat où un des intervenants n'a pas arrêté d'interrompre tous les autres, et donc au moment où il m'a interrompu, je lui ai mis... Je l'ai rappelé à l'ordre. Il m'a dit non, mais c'est un débat. Je lui ai dit non, un débat, c'est je parle, vous m'écoutez, vous parlez, je m'écoute. Et ça avait été une sorte de surprise générale. Il ne comprenait pas ce que je disais. Parce que pour lui, un débat, c'est quand tu ne laisses personne parler. Non, un débat, c'est quand on se parle. Eh oui. Pour l'état des lieux en Suisse, justement, est-ce que vous constatez, alors, je ne sais pas si vous avez une statistique générale, mais déjà pour votre canton, est-ce que vous avez ces chiffres, justement, qui correspondent à ce que M. Bauer vient de nous dire? Alors, vous savez, j'ai vraiment une approche très pragmatique, avec bientôt 30 ans d'expérience dans le domaine sécuritaire. Pour moi, la sécurité, vous l'appréciez de manière factuelle, bien au-delà du sentiment émotionnel de savoir si on est en sécurité ou bien pas. Ce qu'on constate, et c'est valable pour le Valais, mais pas uniquement, c'est une montée en puissance de la violence à tous les niveaux dans la société. Ça, c'est indéniable. On était trop souvent dans l'image d'une Suisse oasis de paix au milieu de la carte du monde. Mais ça change complètement par des influences aussi externes. Les jeunes, justement, via les réseaux sociaux, il y a véritablement un engouement aussi pour des actes de violence. Le nombre chez nous de brigandages, en termes juridiques, dans le jargon juridique, ce sont les vols commis avec violence, avec armes blanches notamment, a explosé.
On a eu en Valais des fusillades. On n'avait jamais vu ça. Je peux vous dire que c'est rare que j'ai dû intervenir pour des fusillades par le passé. Spontanément, en pleine île de Sion, vous voyez. On a dans un autre domaine, c'est un peu plus caché, mais tout aussi dramatique, une explosion des cas de violences domestiques. Alors certes, on est mieux outillé pour intervenir, pour appréhender ce genre de problématiques, mais c'est un constat. Donc ce qui me frappe, moi, c'est que, si vous voulez, par le passé, la violence était l'apanage de professionnels, quelque part. Dans le domaine du grand banditisme, les tontons flingueurs français qui venaient, voilà. Il y avait un certain même les grands braqueurs. Les grands braqueurs qu'on a eu. Jusqu'à la génération Redouane Faïd, ils ont fini. Ils ne tuaient pas parce qu'ils avaient peur de ne plus être en capacité de continuer le boulot. Il n'y avait pas les téléphones portables par centaines dans les prisons, enfin surtout les nôtres, mais je pense que vous ne pouvez pas échapper au mini-téléphone grand comme ça, on va venir qui passe les portes. Pour la thérapeutique, justement. On les avait justement dans les années 2010, le grand banditisme, brise de mer, vous vous rappelez tous ces bandes du sud de la France, en banlieue lyonnaise. Mais à chaque fois qu'on arrivait à... Les braqueurs au fourgon aussi. Au fourgon, ça, c'était encore les derniers... Mais dès qu'on avait nos dispositifs, qu'on les coinçait, si vous me permettez cette expression, là, ça s'arrêtait. Il y avait comme un code d'honneur, vous voyez. Mais maintenant, on a des jeunes complètement sous l'effet des stupes qui viennent aussi de France voisine, mais ce n'est pas pour stigmatiser encore une fois la France, pour nous faire des armureries, avec Kalachnikov, sous stupe, qui viennent, qui braquent, qui volent les armes, qui roulent à 200 km/h sur l'autoroute pour semer la police et qui n'hésitent pas à ouvrir le feu sur les forces de l'ordre. Donc là, on a quand même un changement de paradigme et on est à un tournant chez nous. On doit rester, on espère pouvoir rester dans un niveau de sécurité vraiment bon dans le canton, mais ça demande alors une approche un peu plus ferme un peu de ces problématiques. Parce que c'est vrai qu'il y a le banditisme, ces jeunes notamment en marge justement du système, mais il y a une culture aujourd'hui, vous l'avez mentionné, cette culture de fascination. En fait, les jeunes aujourd'hui, pour certains, ne veulent plus devenir footballeurs parce que c'est trop compliqué, ils veulent faire des aides-mafias. C'est là quand même la culture dont les spectateurs n'ont sûrement aucune idée, parce que c'est vraiment, il faut avoir des adolescents chez soi pour avoir un peu accès à ça. Mais c'est une culture, on va en voir un extrait de cette culture qui mélange la musique, le rap, les codes, la violence, le couteau. Dans le clip que je vais vous montrer, tout y est. Vraiment, c'est la synthèse. Et ça sème évidemment en Suisse. Il y a un côté, c'est ça qui est funky aujourd'hui, pour une grande partie de la population, des jeunes garçons notamment, qui se réfèrent moins à Nemo qu'à ça. On regarde H, la drogue. C'est que les non, c'est pas des lol. Un jour, on fera le tour du globe. Je fais une passe devant moi, y'a le globe. Pour l'instant, les coups de me traquent à mort. Tu connais des gens, on vend la mort. 3F réputé pour les coms. Je connais les pétards en balle ton gomme. Tu veux nous fumer, mais gros, tu dors. Je connais Ratpi qui choira à ton nord. Quand je serai mort, ils diront que je suis fort. Mes textes sont remplis de métaphores. T'es boosté, mais mon gars, t'es pas fort. Tout seul dans ma bunique, t'es mort. Tout seul dans ma bunique, t'es mort. Je vais rentrer pépette pendant que tu dors. Y'en a plus d'un qui ont peur de la mort. Y'en a plus d'un qui m'écoute en secret. Tu dans la vie, gros pète au bec. Demande à Coyote, voilà, je les baise. On suce pas, on n'est pas des deps. Maman pleure à 6h, ça pète. J'envoie les ballons comme Phil Foden. Tous les jours, mon gars va, faut que ça bec. Tous les jours, mon gars va, faut que ça bec. Je finis au télo avec mon ex. Libérer mon gars va SLS. Je pense à lui dans l'auto quand je suis sten. Plus fort qu'il y a zéro suspect. Voilà, et puis après, il y a de la cocaïne. Enfin, là, on a la synthèse à peu près. Et ça fait 4 millions. Alors, ce clip-là a fait 4 millions de vues. Je peux vous dire qu'effectivement, chez nous, il a beaucoup de succès dans la tranche d'âge des adolescents, petits bourgeois. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être ce que vos enfants regardent aussi. Et donc, ça, c'est les nouvelles références avec lesquelles il faut faire, dont on a peu idée, finalement, Alain Bauer. Parce que les références de voyous, ça a toujours... Enfin, les blousons noirs, c'était la même chose. Mais aujourd'hui, c'est largement diffusé et c'est presque un idéal de vie, non ? Alors, les références de rap, elles ont 50 ans. Elles se sont peu à peu répandues des États-Unis en version originale vers à peu près tous les territoires, sauf l'Asie, pour des raisons de restriction massive à la liberté d'expression et liberté de création, qui est un dispositif qui leur est propre, que le pays soit la Chine, Singapour ou ailleurs. Il y a eu des restrictions qui sont contournées partiellement par l'usage des VPN et autres moyens, mais cette culture-là, des chaînes en or,
du rap, des flingues, des Kalachnikovs, plutôt des M16, des AR-15 à l'époque, mais la Kalachnikov a retrouvé son espace après le pillage des arsenaux albanais. Hein. En fait, ça ne vient pas de Libye, ça vient d'à côté. Oui, bien sûr, c'est un phénomène d'identification. Le problème, c'est que c'était un élément parmi d'autres et que l'algorithme, les réseaux sociaux et les plateformes de type Netflix en ont fait la référence et pas une référence. Et ça a enfermé une logique de réussite parmi ceux-là. Et quand on discute avec, vous voyez, Europol, par exemple, vous devez avoir suivi ça comme moi, fait la course à des jeunes tueurs à gages de 13 à 16 ans. 13 à 16 ans. Des dizaines. Les Suédois viennent d'en identifier plusieurs dizaines chez eux. De toutes origines, hein, pas seulement, soi-disant, des immigrés en Suède. C'est vraiment n'importe qui. Et qui vous explique pourquoi c'est devenu leur référence. Argent facile, nos futurs, jouissance immédiate, et on a peur de rien. Et en même temps, quand vous les voyez arriver au tribunal, il y a une sorte de dégrisement. Donc il y a désinhibition, dégrisement, mais rien entre les deux. Donc on passe de la folie furieuse, y compris au sens maladie mentale ou addiction aux stupéfiants, hein, parce que ce phénomène-là est un élément très important, notamment les nouveaux drogues de synthèse, dont on a l'impression qu'elles sont plus faciles. Alors c'est vrai, moins difficiles à importer puisqu'on les produit sur place. Vous avez des laboratoires partout. Nous venons d'interpeller en France le cartel de Sinaloa qui venait d'ouvrir un labo dans le sud de la France. C'est l'inverse de la French Connection. Désormais, nous sommes en phase de colonisation alors que nous étions en phase d'exportation. C'est une curiosité, mais c'est important. Je pense que vous trouverez probablement des labos en Suisse, comme on en a trouvé des labos considérables au Canada, par exemple, qui n'en sont pas revenus de découvrir l'ampleur de leur capacité à produire sur place. Donc tous ces phénomènes cumulés produisent ça avec désormais une culture locale qui n'est plus seulement du copier-coller. Alors il y a beaucoup de copier-coller, hein. Vous reprenez des clips de rap des années 70-80, vous avez ça. Mais c'était en anglais ou en américain, ou un peu en spanglish. Là, vous avez ça, y compris avec l'accent, si vous voulez. Et ce phénomène-là, il s'enracine. Et donc il crée l'existence d'un monde parallèle, d'un univers parallèle, et il faut le savoir. Les gangs, les bandes qui sont devenues des gangs, c'est pas l'ordre contre le désordre, c'est l'ordre contre un autre ordre. Pour eux, la police, c'est une autre bande. Et le conflit de contrôle territorial, notamment en France, qui est en train de s'enraciner dans des petites et moyennes villes, et plus du tout seulement dans les banlieues, est un phénomène extrêmement important qui montre, comme on l'a vu en Angleterre, dans les villes balnéaires, les petites villes balnéaires qui sont totalement gangrénées par un trafic de stupéfiants enracinés, et pas seulement exportés comme c'était le cas avant, sont des phénomènes dont il faut se prendre en compte. Le contrôle du territoire est en train d'échapper à l'État. Oui, et puis c'est de la main-d'œuvre facile, pas cher, à recruter, pas cher, et qu'on peut envoyer à la casse en prison. Justement, Christian Varron, vous venez de mettre à jour 2 réseaux de drogue qui employaient justement des jeunes. Vous aviez dit d'ailleurs, c'est tout à fait le type des réseaux français, du modèle français. On voit là passer l'article de Blick qui en parlait, qui relatait. Est-ce que là, justement, ces jeunesses-là qui sont chez nous tentées, comment est-ce qu'on arrive à les contraindre, justement, et à minimiser ce phénomène ? Totalement, comme l'a dit M. Bauer, c'est très juste. Ces jeunes-là, finalement, avec la problématique des réseaux sociaux, il y a une attractivité de ce domaine des stupéfiants parce que ça leur permet une vie facile, l'accès au luxe. Si je prends l'exemple d'une grosse action qu'on a menée dans le Valais central, qui a été justement médiatisée, elle a duré 18 mois. Sur 18 mois, la bande locale en question, mais parfaitement bien organisée, avait un chiffre d'affaires d'1 400 000 francs suisses. Ensuite, ces jeunes, ça se balade avec les sacs Vuitton, les Mercedes AMG, d'ailleurs comme votre vidéo. Mais comment vous voulez dire ensuite aux jeunes, je vais dire normaux, qui vont à l'apprentissage pour un salaire qui est quand même relativement faible, de continuer à aller dans la bonne voie. Donc la problématique que l'on a chez nous à l'heure actuelle, on avait un trafic des stupéfiants que je qualifierais à une certaine époque de bon enfant.
Maintenant, il se structure avec des bandes parfaitement organisées, tout autant hiérarchisées que les forces de police. Hein. Vous avez le capot au sommet, les différents échelons, etc., guetteurs. On n'a encore pas le tueur à gages, comme vous le mentionnez, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Mais par contre, on a les hommes de main. On a des gens riches, hein, parce qu'en France, le phénomène qui se développe aussi, notamment à Paris, c'est l'enlèvement qui d'ailleurs souvent rate, parce que c'est des bras cassés qu'ils envoient parfois. Non, ça a réussi 2 fois, et la police qui apprend de ses échecs ou de l'incapacité à anticiper, parce que nous avons en France malheureusement une police très réactive, qui apprend très vite, mais qui a une incapacité à anticiper, parce que tant que c'est pas arrivé, c'est que ça va pas arriver. Et alors nous autres, universitaires, académiques ou agents de terrain d'ailleurs, hein, parce que beaucoup des policiers sont les premiers à nous dire, vous savez, il se passe un truc, mais la hiérarchie ne nous croit pas et ne nous écoute pas. Et plus, vous savez, la France, la hiérarchie, c'est comme les étagères. Plus c'est haut, moins ça sert, du point de vue de la capacité à gérer un service public. Une fois que c'est arrivé et que l'opinion s'émeut, alors là, la réaction est très rapide, les moyens arrivent et on casse assez efficacement le dispositif. Mais là, non, il y en a 2 qui ont réussi avec des actes de torture et de barbarie, des doigts coupés, etc. Mais la réaction de la police ensuite a été très rapide. Et d'ailleurs, le unique donneur d'ordre, semble-t-il, de l'ensemble des opérations Dubaï, de crypto-rap, qui était au Maroc. Non, les Dubaïotes sont en train de se sauver. Les Émiratis sont en train d'expliquer qu'ils ne sont pas là pour. Ils sont en train de partir en Thaïlande en général et en Turquie un peu. Vous voyez, c'est les prochaines destinations touristiques. Mais et la police arrive désormais à intervenir. Et donc, la plupart des enlèvements rap, mais il y a beaucoup d'attaques à domicile. Vous avez un de vos collègues qui vient de se faire agresser chez lui à coups de club de golf par 2 gamins qui venaient juste casser parce qu'ils l'ont vu à la télé. Donc, il est riche. Oui. Est-ce qu'on est aussi assez illucide? Vous me disiez effectivement qu'en Suisse, alors vous menez une politique, vous alarmez là-dessus, hein, vous avez une politique affichée de tolérance zéro, qui, d'après mes sources, effectivement, est assez efficace. Hein, parce que ça, c'est le tam-tam des dunes. On dit, en Valais, faut pas y aller parce qu'on risque gros. Mais est-ce qu'en Suisse, justement, on n'a pas tendance aussi à se dire, ah non, ça, c'est des phénomènes qui ne viendront pas chez nous, ou bien, quand ils sont là, à les minimiser? Est-ce qu'on a vraiment conscience de cette problématique? Si vous voulez, c'est effectivement le message qu'on veut faire passer. Ne venez pas chez nous. Ça marche. Vous pouvez rentrer dans notre canton, mais ça va être compliqué d'en sortir par la suite. C'est un petit peu la réaction. Puis ça, c'est le mot d'ordre qui est passé et qui fonctionne bien, parce qu'on a vraiment un soutien, je reviendrai là-dessus plus tard, de la population totale. Mais on est au début de ce phénomène-là, et je pense qu'à ce moment, il faut vraiment qu'on mette un stop avec des moyens conséquents pour éviter qu'on laisse aller ce phénomène et puis qu'on soit complètement débordé. C'est ça. Anticiper un petit peu par rapport à ce qu'on voit justement dans d'autres États, mettre des moyens beaucoup également sur tout ce qui est préventif en termes de police judiciaire, en matière de cyber, lutte contre la criminalité, si vous voulez, tous ces moyens-là, on les a considérablement développés à notre échelle. Et puis, c'est vraiment avoir une position ferme avec, et ça c'est très important, le ministère public, qui suit avec des peines lourdes par la suite, pour dire, écoutez, voilà, ok, vous violez la loi, etc., mais attention, on ne vous lâche plus. Et puis les sanctions, elles arrivent derrière de manière très forte. Et ce qu'on veut absolument éviter, ça peut paraître un petit peu banal, c'est l'installation de scènes ouvertes de la drogue sur le territoire cantonal. Donc des gens qui dealent en pleine rue, c'est totalement déstabilisant pour la population. Et ça, ça passe par une occupation du terrain. C'est peut-être moins spectaculaire que les affaires qu'on a menées face à ces bandes organisées, mais ça reste la clé, à mon avis, de l'image. Alors certes, la drogue circulera toujours dans nos grandes stations, là où l'argent coule à flot, dans les villes, dans les appartements. On ne va jamais éradiquer le problème. C'est un peu l'île de Lerne. Mais en montrant à ces bandes qu'on est dessus, on suit et on frappe à chaque fois avec des sanctions dignes de ce nom à la clé, ça en dissuade quand même certains. On l'a vu, encore une fois, avec le grand banditisme français. Touchons du bois pour qu'ils ne reviennent pas la semaine prochaine. Mais cette position de fermeté, elle rassure aussi la population. Elle fait que l'autorité politique, judiciaire et les forces de police, avec la population, luttent contre ce fléau.
Justement, alors sur le traitement de cette violence, parce qu'en France, alors le tout pénal porte beaucoup politiquement. C'est vrai qu'on accuse Gérald Darmanin, qui maintenant effectivement veut faire des prisons de haute sécurité. Il y a l'idée de remonter les peines. Ce qui a beaucoup choqué aussi dans les événements après la victoire du PSG, c'est l'impression qu'il y avait une impunité, que les peines qui étaient attribuées à ces casseurs étaient finalement rien du tout. Est-ce que le tout répressif, c'est aussi là une démagogie d'une certaine tranche de la politique, voire des médias, ou bien est-ce que c'est réellement efficace? Le débat, il est très simple. Ceux qui veulent du tout répressif ont-ils les moyens de leur politique ou est-ce que c'est juste de la fumée? En France, c'est de la fumée. Voilà. D'abord, les prisons sont archi pleines, 83 000 personnes dans des prisons qui n'ont que 70 000 places, 16 000 personnes qui sont déjà en écrou hors prison, c'est-à-dire avec un bracelet, en domicile, avec des aménagements divers. Donc la justice n'est pas laxiste, alors ça c'est une des antiennes les plus fréquentes, mais par contre elle est extraordinairement lente et elle ne sait pas gérer vite et bien, notamment avec des peines courtes et rapides, pour casser le glissement vieillesse technicité de la professionnalisation criminelle. Ça, elle ne sait pas faire parce qu'elle s'est mise dans la tête depuis une quarantaine d'années que les peines courtes, c'était mal. C'est une erreur. C'est une erreur idéologique, théologique, c'est même plus du débat, on est occulte et c'est un vrai problème. Il faut en sortir. Une partie des magistrats, d'ailleurs, sont porteurs maintenant de ce retour vers il faut intervenir vite et bien plutôt que lentement et en les mettant en prison, qui est, alors Victor Hugo, de ce point de vue, avait bien raison, l'école du crime. Deuxièmement, on a un problème qui est prévention, dissuasion, sanction, c'est-à-dire l'équilibre. Prévenir pour empêcher que ça ait lieu. Aujourd'hui, quand vous prenez 100 primo-auteurs, de quoi que ce soit, 66 ne recommenceront jamais. Parce que les pairs, PAIRS, les pairs, PERES, l'environnement social, le juge qui dit c'est pas bien, ils ne recommenceront pas. Donc de toute façon, il y a une efficacité du système social. En régression, certes, mais encore extrêmement majoritaire. 30% recommenceront au moins une fois. 5% produiront à eux tout seuls 50% de la suractivité criminelle. Donc vous avez des surproducteurs de criminalité qu'on traite mal parce qu'on ne sait pas bien les traiter et qu'on ne sait pas intervenir après le deuxième cas. Or, en France, vous pouvez avoir des gens qui passent 50, 70, 80, 100 fois devant un magistrat qui, chaque fois, ne sachant pas très bien entre trop et rien, comment articuler une réponse qui soit intelligible et utile pour protéger notamment les mineurs, mais ce n'est pas seulement le cas, parce qu'à force, ils deviennent majeurs. Et d'ailleurs, une partie d'entre eux qui, pendant 70 fois, 50 fois ou 30 fois, n'ont rien eu qu'il ne faut pas recommencer et qui sortent plus vite qu'ils ne rentrent, comme disent beaucoup de vos collègues policiers français, ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup, ils partent en détention. Et donc, il y a un premier sujet qui est l'équilibre de la réponse. Deuxièmement, il y a un problème politique. Le problème politique en France, pendant longtemps, ça a été le négationnisme de gauche, qui n'est pas mieux que le négationnisme de droite. C'est pas vrai. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de délinquance, il n'y a que des problèmes sociaux et ils ont tous une excuse. Après, on est passé de négation à minoration. Bon, d'accord, c'est vrai, mais c'est beaucoup moins grave que ce que vous dites. Et la troisième option était d'accord, c'est vrai, c'est grave, mais surtout, ce n'est pas de ma faute, c'est quelqu'un d'autre qui doit s'en occuper. L'électeur habituel, le citoyen moyen, une fois qu'il a passé 3 réponses qui lui disent 1 que c'est un menteur, 2 que c'est un exagérateur et 3 que son interlocuteur n'y peut rien, il va voter aux extrêmes. Parce qu'il a compris qu'il va falloir donner un grand coup de pied dans la fourmilière et qu'il n'en peut plus. Alors il y a plusieurs réponses. La première, c'est d'avoir une politique équilibrée. La deuxième, c'est d'avoir une politique pénale qui revient aux fondamentaux, vite, rapide, même si c'est court. Et troisièmement, et c'est l'élément que vous venez d'indiquer, notamment du fait de l'enracinement du trafic de stupes, c'est la saturation du terrain. Il y a 40 ans maintenant, pardon, Wilson et Kellogg ont fait un papier qui s'appelait « La vitre brisée », qui a été le modèle de reconquête à New York de la police sur la criminalité de la ville. La ville avait perdu 500 000 habitants, elle n'était plus gérée, elle n'était plus contrôlée, les policiers ne savaient plus où aller. Et Wilson a dit, c'est simple, quand un carreau est cassé et qu'on ne le répare pas, ça ouvre la voie à casser le deuxième carreau, puis toute la ville, puis la maison, puis le quartier. La saturation territoriale, qui passe par le social, l'éducatif et le policier, sont les seuls éléments qui permettent d'empêcher la dégradation et peut-être même
de revenir en arrière, c'est-à-dire de reconquérir le territoire. Or, cette politique-là, elle est extraordinairement difficile à mettre en place avec une police d'État et une centralité de la réponse de l'État en France qui n'est pas suffisamment décentralisée, où Paris explique qu'ils savent tout sur tout et qu'il faut faire partout la même chose à la même heure et de la même manière, et qui ne fonctionne pas, ni en matière de maintien de l'ordre. Et il faut que ce soit le préfet de police de Paris, le préfet Lallemand, le préfet Grimaud, le préfet Nunez qui adaptent ces dispositifs pour éviter le pire, voire pour réussir des opérations après les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, dans l'affaire du PSG, on est passé près du pire. Même si ce n'est pas satisfaisant, c'est bien meilleur que ce qui était anticipé, vous voyez, pour dire les choses honnêtement. Oui, et donc ce travail-là, il nécessite beaucoup de sur-mesure. Nous, on est des spécialistes du prêt-à-porter, donc rien ne va jamais à personne. Mais Christian Varron, ici en Suisse, effectivement, il y a moins des peines beaucoup moins lourdes qu'en France, les prisons beaucoup moins surchargées. Est-ce qu'on n'est pas au contraire très laxiste, trop laxiste aussi, parce que c'est très compliqué. D'ailleurs, encore une fois, chez les jeunes, il n'y a que le canton du Valais qui passe pour appliquer une politique répressive. Partout ailleurs, en tout cas dans le canton de Genève, ils rigolent avec la police. Est-ce que ce ne serait pas le temps aussi justement de durcir chez nous un peu ce système répressif, notamment pour les jeunes? Je pense que ce qu'il faut bien distinguer, c'est, comme vous disiez, les primo-délinquants mineurs, ces jeunes qui, au début, commencent à commettre des petits délits, etc. Il faut intervenir tout de suite pour les remettre au tribunal des mineurs pour qu'on reste avec eux clairement dans l'approche qui est celle du droit pénal des mineurs, qui est une approche essentiellement éducative. Et là, comme l'a dit M. Bauer, le 60% ou 70% de ces jeunes vont retrouver, si je peux dire, le droit chemin. Par contre, on a une catégorie de jeunes mineurs qui se sont durcis du fait d'un défaut d'éducation également, défaut de présence peut-être maternelle et paternelle, ça on l'a souvent constaté, c'est une réalité objective sur le terrain, et qui ont commencé à dériver et qui existent que par la délinquance. Et ces jeunes-là, pour les récupérer, il faut leur mettre un stop vraiment ferme, mais dans leur intérêt, c'est-à-dire réussir à les placer dans un centre éducatif fermé, comme Cramont, exactement, où vous les avez, vulgairement dit, sous la main, vous pouvez travailler avec eux, reconstruire. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et avec des peines assez lourdes, parce que mon échantillon, justement, de personnel et à domicile, me disait justement, Cramont, c'est le seul endroit qui fait peur, parce que justement, on en ressort pas vite, etc. Donc il y a quand même un aspect dissuasif qui est important dans le traitement de ces... Je pense que ça doit rester, mais encore une fois, c'est vraiment pour une catégorie de mineurs qui sont vraiment presque au bout du plongeon de la criminalité. Et si on ne les stoppe pas à ce moment-là, si on ne leur permet pas de repartir du bon pied, ils vont basculer dans la criminalité dure et on ne va plus jamais les récupérer. Donc là, il faut absolument pouvoir mettre des moyens pour stopper. Donc l'intervention, à mon sens, elle doit être vraiment très rapide. Au début, dès qu'ils commencent à déraper, on ne tire pas dessus avec un canon sur des moineaux, comme on dit. Ça reste vraiment de l'éducation. Mais après, pour les multirécidivistes délinquants mineurs, il faut qu'on agisse. Puis peut-être, si vous permettez juste une réflexion, la chance qu'on a en Suisse, mais comparaison n'est pas raison, parce que c'est clair que l'Hexagone, avec 68 millions d'habitants, la Suisse, avec nos à peu près 8 900 000 habitants à la fin de l'année, on ne vit pas les mêmes réalités. Mais on est un État fédéral totalement décentralisé. Ce qui permet, alors je peux vous dire que comme commandant de police, c'est une chance énorme, à la taille de notre pays, encore une fois, d'avoir une police de proximité. Si vous voulez, en phase avec la culture locale, les ramifications politiques et autres. Et ça nous permet d'évoluer vraiment en toute... climat de confiance avec la population. Oui, mais suivant, ça dépend quelle politique que vous appliquez. Par exemple, à Genève et à Lausanne, effectivement, c'est plus facile le dimanche, comme le disait d'ailleurs une conseillère nationale, de trouver de la drogue que d'acheter du pain. Et non, mais c'est effrayant. La drogue est accessible sous toutes ses formes, n'importe où, dès n'importe quel âge. Aujourd'hui, à Genève, en tout cas, à Lausanne, voire en Valais, d'ailleurs, on disait la même chose. Alors, Genève, Lausanne, comme vous le citez, ce sont des grandes métropoles à l'échelon suisse. Donc, je tiens tout de suite à souligner l'excellent travail que font mes collègues. Ici, d'ailleurs, commencé ma carrière en même temps que la colonelle Bonfanti, pour lequel j'ai une profonde estime. Mais c'est des réalités qui sont un petit peu différentes chez eux, mais il n'en demeure pas moins qu'on doit maintenant mettre des moyens massifs, parce que le plus gros danger pour la sécurité intérieure suisse,
c'est pas forcément l'Ukraine, c'est avant tout la lutte contre le domaine des stupéfiants. Avec ces mafias qui viennent progressivement, avec les méthodes, alors là, barbares, de torture que vous avez évoquées, hein, qui sont là. Et qui gangrènent les institutions aussi, puisqu'elles placent de l'argent. Le jour où la France s'attaquera réellement au problème, il y aura aussi des morts probablement comme en Italie. Ça va être assez sanglant. Il faut une politique maintenant qui intègre tous les paramètres. Vous voyez, pas uniquement l'aspect policier, justice, mais en amont, tout ce qui concerne la fiscalité, le registre foncier. C'est comme ça qu'on va lutter contre ce crime organisé. Il faut s'inspirer de l'Italie. Il faut s'inspirer de l'Italie qui a, elle, beaucoup d'expérience en matière de gestion de la mafia remarquable. Hein. On est en contact permanent avec eux comme nos collègues français, mais remarquable parce qu'elle a ce vécu-là. Et nous... il y a eu des morts, hein. Il y a eu beaucoup de morts en Italie avant. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de juges, de procureurs. Le problème du crime organisé, si on peut juste aborder ce thème-là, parce qu'il est lié à la problématique des stupéfiants, c'est un crime organisé beaucoup plus futé à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on n'aura pas chez nous, pour l'instant, hein, de personnes qui vont perdre la vie de fusillade dans un établissement, parce qu'ils considèrent la Suisse comme une base arrière où on peut y blanchir l'argent. Donc ils infiltrent tous les domaines de l'économie, le domaine également sportif, associatif. Mais quel domaine? Parce que justement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de compliance, que maintenant c'est plus difficile de blanchir. En Suisse, par exemple, on blanchit comment? Alors, il y a plusieurs procédures de blanchiment. Hein. On investit justement dans l'économie, hein. Dans les entreprises, on va investir dans des restaurations. Quand on vient d'établissements publics, souvent vous les voyez avec un taux d'occupation qui frise le 10%, mais qui les barbershops. Il y a des gens qui travaillent très bien et de manière tout à fait honnête, mais c'est ça la force maintenant du crime organisé. Donc on s'implante, et nous, Suisses, on a un arsenal juridique ridicule pour lutter contre le crime organisé. On peut se baser sur notre code pénal ordinaire. Il faut démontrer, encore une fois, l'existence d'une organisation criminelle, et puis ensuite, vous pouvez commencer à agir. Donc si on a trop de cash, parce qu'en France, il n'y a plus de cash, mais en Suisse, il y a énormément de cash encore. C'est ça, c'est très attractif comme place financière, mais c'est insidieux, parce que la violence, vous allez la voir, les stupes, on va les voir, et puis tout le monde va être d'accord pour lutter fermement là contre. Le crime organisé, encore une fois, c'est pas le crime organisé qu'on a vécu à Corleone, en Sicile, ou la Camorra et autres, comme à l'époque, avec le général Della Chiesa et tous ces héros qui ont perdu leur vie, hein, comme le juge Falcone. La problématique, c'est qu'elle infiltre de manière vraiment pérenne toute l'économie en sous-main. Et là, il faut qu'on ait une approche qui soit beaucoup plus structurée, beaucoup plus intégrée avec tous les acteurs de la société si on veut y faire face. Il y a beaucoup d'intérêts financiers en France aussi. Il y a beaucoup d'entreprises. D'abord, il reste beaucoup d'argent liquide en France, ne vous inquiétez pas. Mais le problème n'est plus l'argent liquide. Nous sommes déjà dans le passé. Le problème, c'est les cryptos. L'acceptation de la crypto, la lâcheté des banques centrales, la lâcheté des États, la lâcheté des États, tous, le mien comme les autres, les pseudo-GAFI, etc., laissant la crypto se répandre, laisse répandre à la fois le réinvestissement, le mixage de crypto, qu'on a de plus en plus mal à suivre, et puis évidemment une corruption. Pour la première fois dans l'histoire récente en France, toutes les inspections générales de la police, de l'administration pénitentiaire et de la justice ont indiqué l'état de corruptibilité massive d'un très grand nombre d'agents pénitentiaires, soit par la peur, soit par la corruption pour laisser passer à peu près tout et n'importe quoi en prison, des greffiers et même parfois de certains magistrats qui manipulent les dossiers pour qu'ils s'effondrent en procédure, etc. C'est la première fois, grâce à la commission d'enquête sur le narcotrafic, où le Sénat français a fait un travail remarquable. Alors c'est le grand réveil de l'État. Voilà, on n'a rien vu pendant 30 ans. Même les journaux ont dit on a été un petit peu aveugle, beaucoup même, d'autant qu'une partie d'entre eux sont pour la dépénalisation, la décriminalisation. On a très peu de temps encore. Non, mais c'est pour vous dire que le réveil est là, mais que le crypto, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus inquiétant que l'argent liquide. Voilà, mais toute la question aussi, justement, alors en Suisse, est-ce qu'on a des problèmes de corruption? Parce que ça, c'est la corruption des fonctionnaires, des institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde a un taux de corruption, mais est-ce que le nôtre explose? Si on s'en tient aux statistiques pour l'instant, ça va. On dirait ça comme ça, pas trop, mais le danger, il est là. Si on laisse venir justement s'implanter ce crime organisé de manière massive, la tentation, elle va être grande, de toute manière. L'humain reste l'humain à ce niveau-là. Donc c'est cette prise de conscience-là, c'est encore beaucoup plus difficile de faire prendre conscience du danger représenté par cette avancée sournoise du crime organisé, plutôt que justement la violence qui est visible, que le trafic
trafic de stupéfiants qui touche beaucoup plus la population. Mais là, on va véritablement vers une implantation encore beaucoup plus importante du crime organisé. Et c'est le moment de réagir ou bien pas. Oui, et puis alors, on a très peu de temps, mais c'est vrai qu'il y a la question aussi des consommateurs, notamment dans la question du trafic de stupéfiants, les consommateurs qui sont extrêmement nombreux, de plus en plus nombreux, mais aussi des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on va voir là une vidéo à Genève, voilà, une vidéo récréative, hein, parce qu'on trouve formidable de montrer qu'on est presque dans le 9-3 à Genève ou à Marseille. On regarde vite ça. Voilà, c'était dans une des gares du Léman Express il y a quelques semaines à Genève. Mais voilà, on ne sait même pas si c'est une vidéo qui a été faite pour s'amuser, parce que le phénomène des réseaux sociaux, c'est on se filme en commettant des actes illicites, on est recruté par les réseaux sociaux, on consomme tout sur les réseaux sociaux. On parle de trafic de drogue, mais en fait, même en Valais, en fait, tout passe par l'ubérisation. On se fait livrer. Là, hier, en Suisse, on a enfin interdit les puffs. Et moi, un de mes témoins à domicile, que je ne citerai pas, disait maman, enfin, tu crois quoi que les puffs, personne ne les achète dans les magasins, c'est du trafic. Mais tout est accessible sur Snapchat ou d'autres réseaux, les machettes, etc. J'avais fait une fois l'expérience d'acheter, en me faisant passer pour un mineur, une machette que j'ai reçue livrée, voilà. Donc sans aucun problème. Donc voilà, ces réseaux sociaux par lesquels on recrute aussi toute cette main-d'œuvre. Comment on s'y attaque? Est-ce qu'on s'y attaque? Est-ce qu'il y a une lucidité? Que faut-il faire? Bien sûr, ce sera pour la fin. Non, il y a une incapacité à prendre une décision. Alors, les générateurs des principaux réseaux sociaux de type TikTok en Chine sont strictement contrôlés, à la fois en durée et en contenu. Alors, je ne suis pas pour la censure, mais le démembrement des algorithmes, l'obligation d'interdire les algorithmes, non pas l'accès à la liberté d'information et de création, mais à l'algorithme qui vous enferme dans cette logique qui ne serait qu'il n'y a qu'une seule vie et c'est celle-là, serait déjà un début. Nous contrôlons la presse. Ça pourrait le faire. Mais bien sûr, la loi ne l'interdit pas, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, ne l'empêcherait pas, mais pour ça, il faut du courage. Et il se trouve que l'argument politicien traditionnel français, en général, jusqu'à présent, a été plutôt le recul et une certaine forme de lâcheté sur toute une série de sujets. Mais le moment est venu du réveil par le coup de pied dans l'arrière-train et la peur de perdre le pouvoir, donc il ne faut jamais désespérer. Et en Suisse, parce que alors c'est encore pire sur la question des libertés individuelles, alors, entre guillemets, et les réseaux sociaux. L'Australie commence à interdire aussi aux mineurs. Ce serait peut-être déjà une base. Est-ce qu'on pourrait le faire aussi? Est-ce que ce serait faisable? Mais comme vous le disiez, justement, c'est que la Suisse, elle est très sensible à toutes les problématiques de liberté individuelle, de respect de la sphère privée, de protection des données. Ce qui nous, entre guillemets, je parle alors des professionnels du terrain, nous pénalise souvent l'introduction des billets nominatifs pour des matchs de football. Ça semble complètement surréaliste chez nous, alors que nombre d'États l'ont introduit. Hein. C'est assez incompréhensible. Mais les réseaux sociaux, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout se passe sur les réseaux sociaux. Alors, je dois vous dire, quand même, égoïstement, c'est une excellente source d'information pour nous. Hein, parce que les gens, ils mettent de tout. Hein, les renseignements voilà, sont vraiment fiables. En plus, donc, pour la police, au niveau des enquêtes que l'on mène, c'est une bonne source d'approvisionnement. Oui, parce que les jeunes, alors, ils ont une naïveté par rapport à ça. Ils balancent tout sur les réseaux. Donc, en même temps, on les trace tout aussi bien qu'ils sont recrutés. Tout en expliquant qu'il ne faut surtout pas que la police ou l'État n'interviennent, mais par contre, ils produisent 10 fois plus que ce que le rêve éveillé d'un policier ou d'un agent de renseignement particulièrement intrusif espérait. Mais voilà, donc ça aide par ailleurs. Oui, donc il faut interdire ou pas? Au contraire, c'est une formidable porte d'accès pour les coffrets. Je pense qu'il faut vraiment l'encadrer. C'est ça, l'interdire complètement, c'est complètement illusoire de toute manière. La Chine le fait bien. Oui, on voit, mais non, elle n'interdit pas, elle contrôle la durée pour les mineurs. Exactement, et le contenu. Et les contenus, en faisant que ça soit systématiquement pédagogique, etc. Et quand vous regardez les résultats des étudiants chinois en mathématiques, en physique, en chimie, vous ne vous étonnez pas, puisque, grosso modo, au-delà de la partie purement ludique et qui est
purement constructive, on ne détruit pas mais on construit. La partie contrôlée impose d'être à niveau d'un point de vue de leur situation éducative. Donc ça, c'est une sorte de censure organisée. Tel n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est le contrôle de l'algorithme. En fait, le drame, c'est l'algorithme. C'est comme quand on met des produits hautement nocifs dans les cigarettes. Le problème, c'est pas le tabac, c'est ce qu'on rajoute dans le tabac. Et bien, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas, au nom des libertés à défendre, à nous protéger nous-mêmes de ceux qui nous manipulent. Et les manipulateurs, ils doivent être punis. Et les manipulateurs chinois, ils devraient être soumis aux mêmes règles en Occident que celles qu'ils subissent en Chine. Ils savent très bien de quoi on parle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils profitent chez nous de ce qu'ils n'arrivent pas à faire chez eux. Un mot, Christian Varron, justement sur les priorités qui devraient être mises en Suisse pour lutter contre ces nouvelles menaces, pas seulement dans le canton du Valais, mais justement ailleurs aussi. Alors pour moi, j'en identifie trois, on pourrait en parler des heures et puis multiplier, mais si on veut être pragmatique, du point de vue de la sécurité intérieure, c'est toute la problématique des stupéfiants. Je pense qu'on est, chez nous en Suisse, à un tournant. Si on ne veut pas dériver vers un système où les mafias étrangères s'implantent avec les bandes organisées et puis que la situation soit plus maîtrisable, c'est maintenant qu'il faut agir. On est confronté, comme l'Europe, hein, à un flot de cocaïne, de hashish, avec des prix complètement cassés, c'est terrible, les ravages que ça commet sur le terrain. Ça, c'est véritablement la sécurité intérieure. Ensuite, la montée de la violence, je pense qu'il faut en être conscient. C'est au moment aussi ou jamais en Suisse de se doter des moyens pour la stopper. Un renforcement quelque peu du cadre légal pour tout ce qui est jeunes délinquants ou criminels durs, multirécidivistes. À mon sens, il s'imposerait. Et puis ensuite, en troisième échelon, c'est toute cette menace générée par le crime organisé, là qui demande véritablement qu'on s'inspire justement de ce qui a été fait par nos voisins, et puis qu'on se donne les moyens de lutter là également avant qu'il ne soit trop tard. Donc c'est ces trois axes-là, à mon sens, sur lesquels on devrait travailler, mais de manière pragmatique, pour qu'on ait, j'allais dire, au front sur le terrain pour nous, des résultats concrets. Il faudrait pour autant déjà les identifier, parce que par vous, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, alors qu'on n'a pas forcément la même vision quand on est un simple citoyen. Voilà, merci beaucoup, messieurs, merci beaucoup. Merci. Alain Bauer, on va rappeler le petit panier d'été, Opération Zelensky et menace sur Taïwan, de mission de l'agence d'espionnage Mesar. Alors, tout est vrai. Tout dedans, est, oui, tout, avec un petit peu de romance. Avec les yeux, la couleur des yeux qu'on a changé. Voilà. Et la trilogie Tu ne tueras point, Au commencement était la guerre, et la conquête de l'Ouest, et puis enfin Héros et héroïnes. Et merci beaucoup Christian Varron, on va vous laisser retourner au turbin, parce que vous en avez pas mal. Et voilà, on vous remercie, on vous souhaite une excellente soirée à vous toutes et tous, et merci de votre confiance. À la semaine prochaine, et passez une bonne semaine aussi sur Les Monts Bleus. Merci.